Excellence, Monsieur le vice-ministre à la coopération internationale à l'intégration de la République démocratique du Congo, Dr Stéphane, président de Africa Verein, Messieurs et Mesdames les représentants des ministères allemands, Monsieur le consul, Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Allemagne, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités divers, je suis à la tête d'une forte délégation de 46 personnes qui représentent les secteurs publics et privés de la République démocratique du Congo et qui a été dépêché en ce lieu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et encadré par le Premier ministre pour que nous puissions venir au devant des investisseurs allemands de manière à concrétiser la relation qui a été inaugurée il y a de cela 3 ans, de manière à ce que nous puissions passer aux choses concrètes. Aux choses concrètes parce que, comme vous le savez, peut-être pas en Allemagne, mais dans d'autres rencontres internationales, très souvent, de très beaux discours sont prononcés, mais par la suite, il n'y a pas de suivi. Chacun, lorsqu'il quitte la conférence, il plie les bagages et rentre dans ses tâches quotidiennes. Nous voudrions, par ici, changer les choses, c'est-à-dire que notre souhait, c'est qu'après ces rencontres, réellement, et comme l'a si bien dit le docteur Stéphane, nous puissions passer à des choses concrètes, à des projets précis. On n'a pas besoin d'aligner des milliers de projets, mais les quelques projets que nous aurons alignés doivent être effectifs et produire les résultats que nous attendons pour que la partie allemande et la partie congolaise y trouvent leur compte et que nous puissions tous dire que nous avions vu juste et que nous ne nous sommes pas trompés en organisant ce genre de rencontre. Je ne serai pas collé au papier. Je vais juste dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la ferme résolution de passer au marketing économique. Nous voudrions cette fois-ci nous comporter comme un agent économique, nous, gouvernement de la République démocratique du Congo. Comment arriver à nous vendre? Comment arriver à vendre les opportunités que l'Éternel, le bon Dieu, a si gracieusement mises à notre disposition? Ceux qui connaissent l'histoire des nations, ceux qui connaissent la géographie économique, savent très bien que la République démocratique du Congo est un grand réservoir de ressources naturelles. On dirait des richesses. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez la carte, vous consultez la carte de l'Afrique, il y a un problème de micro. Ça passe? Oui. Merci beaucoup. Nous sommes chez Bosch. Bosch, qui existait déjà, est très avancé dans la technologie. Tout le monde est passé par là, tout le monde a vu des moteurs Bosch, même des petites pièces
de véhicules. Et donc, Bosch est très connu, en tout cas en République démocratique du Congo, et a fait ses preuves. C'est pourquoi, avant de continuer, je voudrais sincèrement saluer et féliciter les autorités, les dirigeants de Bosch, tout en leur demandant de venir davantage investir en République démocratique du Congo. Je disais que la République démocratique du Congo est un grand réservoir. Un réservoir, si nous prenons rien que la superficie, quand vous consultez la carte de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, vous voyez ce grand espace imposant qu'on appelle la République démocratique du Congo, avec 2 345 000 km². C'est la taille de toute l'Europe occidentale. Lorsque vous regardez sa population, parce que c'est la première richesse, c'est plus de 70 millions d'habitants, donc de consommateurs. Lorsque vous regardez les terres arables, 80 millions d'hectares de terres arables, et les statistiques disent que même l'eau douce, 15% d'eau douce du monde se trouve en République démocratique du Congo. Vous avez le deuxième fleuve du monde, le fleuve Congo. Vous avez des lacs, les grands lacs. Vous avez des rivières. Vous avez toutes sortes d'hydrographie jusqu'à avoir ce grand barrage qui est érigé sur le fleuve Congo et qui à lui seul renferme 44 000 mégawatts. Et le potentiel pour toute la République est estimé à 100 000 mégawatts, rien que pour l'hydrographie, sans compter l'énergie éolienne, sans compter l'énergie solaire. Et on peut aussi passer à l'énergie thermique, surtout lorsqu'on considère que nos villes sont devenues des grandes mégapoles qui consomment, qui dégagent des déchets qui peuvent être transformés en énergie. Vous prenez une ville comme Kinshasa, ça approche 12 millions d'habitants. Une ville comme Lubumbashi, elle dépasse 4 millions d'habitants, ainsi de suite. Ceci pour dire que la RDC a été bénie. Lorsque nous regardons le secteur minier, pratiquement, il y a 1100 types de minerais. 1100 types de minerais. Plusieurs de ces minerais n'ont jamais été exploités, mais on fait l'objet des études. Lorsqu'on va au musée de Tervuren, on a les échantillons de ces 1100 minerais. Nous disons également que la RDC, ce sont des hydrocarbures. Les études récentes faites par une compagnie américaine ont démontré que 6% des réserves mondiales en pétrole, je dis bien 6%, sont en RDC, dans la cuvette centrale, sur la côte atlantique, sur la côte est, en partant du nord-est jusqu'au sud-est, donc en partant du lac Édouard jusqu'au lac Tanganyika. Mais tout ceci n'est pas encore exploité. Il n'y a qu'une petite exploitation pétrolière sur la côte atlantique, mais nous avons résolument pris le texte, donc le code des hydrocarbures, pour que nous puissions opérer en toute transparence, que ce ne soit pas l'affaire des dirigeants, mais que toute personne qui arrive puisse savoir comment opérer dans le secteur des hydrocarbures. Et vous savez très bien que ce n'est pas dans les minéraux qu'il y a beaucoup d'argent. L'argent, en quantité, c'est dans les hydrocarbures. Avec les mines, on peut peut-être aller à l'exploitation de 20-30 milliards de dollars. Mais avec les hydrocarbures, on peut aller au-delà de 200 milliards de dollars. Et donc, nous attachons une importance particulière aux hydrocarbures et nous souhaiterions que les Allemands ne soient pas en retard, ne puissent pas laisser l'exploitation du pétrole
aux Américains, aux Britanniques, aux Italiens et autres. Je crois que les Allemands, c'est vrai que nous ne savons pas s'ils sont intéressés, mais tout s'apprend. Et comme ils ont la technologie et ils ont le savoir-faire, c'est aussi un secteur qui devrait vous intéresser. J'étais en train de parler justement des secteurs clés. N'oubliez pas que nous renfermons la deuxième forêt du monde. L'Afrique centrale renferme la grande forêt, dont les 3/4 sont en République démocratique du Congo. La forêt, c'est une richesse. La forêt, c'est la vie. Il faut l'exploiter convenablement pour qu'elle ne puisse pas perturber l'écosystème, mais c'est une richesse immense. Ceci nous amène également à parler du tourisme. Ceux qui ont eu l'occasion, je dirais même la chance, de visiter certaines parties de la République démocratique du Congo, ils ont toujours dit que c'est un paradis terrestre. Ceux qui ont été sur le lac Kivu, qui ont été à Virunga, qui ont été au mangrove au Bas-Congo, qui ont été voir les parcs, là où il y a des gorilles blancs et autres, ceux qui ont pu voir ce que nous détenons comme okapi et autres faunes et flores, savent que, effectivement, la RDC devrait être une destination touristique. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de sécurité. Mais cette sécurité, moi, en tant qu'économiste, je l'attribue, cette insécurité, je l'attribue à nous-mêmes, les dirigeants. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous sommes restés pliés sur ce que nous considérons comme potentialité. Et cela énerve. Lorsque les gens manquent à manger, et vous, vous avez là-bas, autour de vous, 80 millions d'hectares, vous ne voulez pas qu'on les exploite, à un moment donné, on vous fait la guerre pour que vous puissiez céder. Lorsque vous avez autant de potentialités que vous n'exploitez pas, les gens ont le droit de vous faire la guerre parce qu'ils ont droit à la vie. Et ça, nous avons compris qu'il ne faut plus laisser l'occasion aux autres de venir décider à notre place. Nous sommes désormais ouverts sur le monde économique. Parce que si l'économie marche, nous aurons la paix, nous aurons la stabilité. Il n'y aura plus de chômeurs qui vont s'engager dans les groupes armés. Nos jeunes seront occupés, seront employés. Nous pourrions entreprendre des réformes. Et là aussi, un gros effort a déjà été fourni, c'est-à-dire la législation qui protège les investissements. Nous avons cru bon qu'il fallait à tout prix que ceux qui viennent investir se sentent en sécurité, et eux et leurs investissements. Sécurité physique, sécurité juridique. Et nous avons adopté des lois, nous avons ratifié des accords internationaux pour laisser libre cours à qui le souhaite de recourir à l'arbitrage international en cas de différend commercial. Parce que quand on est dans les affaires, on ne sait jamais quand peut arriver un différend. Donc autant prévenir. Et là, le gouvernement de la République l'a fait. Et les personnalités, les experts qui nous accompagnent et qui auront à vous donner les détails en ce qui concerne ces garanties vont y revenir abondamment. Il y a aussi l'accompagnement du gouvernement, surtout en ce qui concerne la coopération. Nous voudrions ici mettre l'accent sur le commerce international, développer des relations commerciales portant sur des projets concrets, ciblés, couverts par des accords d'État à État en tenant compte de la taille des projets. Et nous allons les soutenir par des accords de protection de l'investissement. Et à cet effet, il est prévu une commission mixte en octobre 2015, donc dans quelques mois, ce sera du 20 au 22 octobre. Et au cours de cette commission mixte, on va identifier des projets pour que nous puissions
aller rapidement, aller de l'avant. Parce que comme vous le savez, nous avons une loi sur la passation des marchés, mais la procédure est très longue. Mais grâce à la coopération d'État à État, les projets qui sont soutenus par la coopération ne seront pas soumis à cette longue procédure. Donc lorsque les hommes d'affaires allemands et les hommes d'affaires congolais se mettent d'accord pour dire on veut réaliser tel projet, nous le bénissons, nous apportons donc la couverture politique pour que ce projet-là puisse se réaliser, sans passer par la multitude de procédures et de la paperasse qu'exige la loi sur la passation des marchés publics. Là aussi, nous allons stimuler le secteur privé et quitter de plus en plus l'aide publique. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur l'aide publique. Notre rôle, c'est surtout d'appuyer le secteur privé, parce que lorsque le secteur privé est florissant, nous pouvons y effectuer des prélèvements sous forme d'impôts et de taxes, et nous allons renflouer les caisses de l'État pour réaliser le programme de développement, surtout en nous appuyant sur une législation incitative. Je voudrais également parler des infrastructures. Le pays est très vaste. Le pays est très grand. Pour quitter l'ouest et traverser, aller à l'est, il vous faut 3000 km. Pour quitter le nord vers Libenge et aller vers Puerto Sakanya, il faut 6000 km. Donc vous comprenez tout de suite que nous avons besoin, et grandement besoin, d'infrastructures. Les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, mais aussi les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sportives. Et ceci va nous permettre justement de désenclaver le pays et permettre une bonne circulation des personnes et des biens. Nous avons besoin de l'expertise allemande. Un architecte a pris la parole hier, moi je le regardais, je dis, je ne sais pas s'il est dans la salle, je dis, voilà, nous avons besoin de ces architectes-là pour nous aider à bien mener les études de manière à ce que celui qui vient investir, il puisse trouver déjà quelque chose de préparé. Et je crois que nous, en tant que dépositaires de réserves et de ressources naturelles, ce qui nous manque, c'est justement l'intelligence économique, l'expertise. Et nous avons besoin de cette expertise-là, l'expertise allemande qui a fait ses preuves partout et dans le monde entier. Nous avons besoin de cette expertise-là parce que quand vous regardez un pays comme l'Allemagne, comme le Japon, ces pays-là sont des grandes puissances. Mais pourtant, elles ne disposent même pas du 10e des ressources naturelles de la RDC. Donc, le mixage entre ces ressources-là et cette intelligence, cette expertise, cette expérience permettront sûrement, à coup sûr, de relever le niveau de vie et d'engranger des richesses supplémentaires et pour nos partenaires et pour nous-mêmes. Et c'est ce que nous appelons le partenariat gagnant-gagnant. Je voudrais terminer par le domaine des services. C'est important, les banques. Hier, l'une des dames de notre délégation a beaucoup insisté sur les banques de crédit et je dirais les banques de développement. Il est important que nous ayons des banques qui peuvent financer des projets à moyen et à long terme. Elle a bien sûr mis l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Nous nous disons, le féminin et l'entrepreneuriat tout court contribuent à la croissance économique. Lorsque vous regardez le tableau d'aujourd'hui, comment se porte l'économie congolaise, bien que nous n'ayons pas encore commencé à exploiter nos ressources comme il le faut,
Mais un effort s'observe. Et la volonté du gouvernement, du chef de l'État et du Premier ministre, c'est de faire de sorte que le peu qui est dégagé soit bien géré. C'est ce qui explique que, contrairement aux années antérieures, nous avons maintenant la stabilité économique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. La croissance économique, bien que pour l'année 2014, on est à 9,5% de croissance économique, ce qui est déjà au-dessus de la moyenne africaine. La monnaie est stable depuis déjà plusieurs années. Le taux ne change même pas d'1%. Il est toujours aux alentours de 920-925 francs congolais, le dollar américain. L'inflation. Alors que vers les années 80, on avait connu une inflation qui oscillait autour de 10 000%. Aujourd'hui, l'inflation est en dessous de 1%. Plus précisément, rien que la semaine passée, il est de 0,672%. Ceci pour dire que, aussi, même du côté de la Banque centrale, qui suit correctement la politique du gouvernement, elle a su baisser le taux directeur pour permettre l'accès au crédit. Le taux directeur est à 2%. La Banque centrale vient de signer un accord avec la Société financière internationale qui, au vu de la stabilité de notre économie et de notre monnaie, va loger des fonds importants au guichet des banques commerciales, bien sûr garanties par la Banque centrale, pour que les Congolais, les entreprises congolaises puissent accéder à des crédits en monnaie nationale, parce qu'elle est maintenant stable, peuvent donc travailler avec leur propre monnaie. Nous n'avons plus le souci des réserves en devises pour les importations. Chaque semaine, il y a toujours un rapport qui est fourni par la Banque centrale et qui montre que nous avons plusieurs semaines devant nous de couverture en ce qui concerne les importations. Mais je dis que ce qui est important, c'est la production. Et nous avons besoin des aliments pour produire davantage. Nous n'avons pas besoin de continuer à conserver ou à constituer des provisions en devises pour importer les poissons, importer les vivres, alors que des poissons sont en train de mourir de vieillesse dans nos lacs, dans nos rivières. Nous avons besoin des aliments pour venir créer de grandes sociétés de pêcherie industrielle. De cette manière-là, nous saurons bien soutenir notre monnaie et contribuer ainsi à la production économique. Je termine en disant que pour la délégation qui m'accompagne, nous avons reçu le feu vert de prendre tous les contacts utiles et j'ai vu déjà que certaines sociétés allemandes ont signé déjà quelques papiers, donc des lettres d'intention que nous avons signées conjointement pour dire voilà, nous, société telle, nous sommes intéressés par tel secteur, tel projet, et donc alignez-nous déjà parmi les priorités. Et je crois que c'est une bonne chose. J'invite également les autres qui souhaitent déjà exprimer leur volonté d'investir dans tel ou tel secteur, de le faire, et nous sommes là avec l'ambassadrice, notre ambassadeur ici, pour assurer un suivi, parce que ce qui est important, c'est d'assurer le suivi. Je voudrais donc terminer en parlant des garanties politiques, parce que plusieurs se posent des questions. Bon, qu'est-ce qui va se passer en 2016? Et moi je dis, je me réfère aux paroles et au discours répété de son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui répète tous les jours qu'il va respecter la Constitution de la République démocratique du Congo.
Et le gouvernement est engagé justement à travailler dans ce sens pour un processus électoral apaisé. Nous venons déjà de clôturer la liste des candidats à la députation provinciale, donc ceux qui vont gérer les provinces, ceux qui vont contrôler les provinces. Et le processus suit son cours normal. Nous voudrions que de ce côté-là, vous soyez apaisés. Il ne faut pas attendre 2016-2017 pour venir investir en République démocratique du Congo. C'est maintenant qu'il faut l'exprimer et nous sommes là pour vous offrir toutes les facilités. Le gouvernement s'y est engagé. J'ai dit et je vous remercie.